Hola amigos et amigas, j'espère que vous allez bien. Le règne de Louis XIV fut le plus long de l'histoire européenne. Et il s'en est passé des choses. L'un des événements les plus notables, et pourtant un peu oublié, c'est la terrible affaire des poisons. Un véritable réseau d'empoisonneurs qui fit de nombreuses victimes. Et c'est une vraie histoire, c'est pas une légende pour romantiser l'époque. Cette affaire a été un énorme scandale, probablement le plus gros du siècle en France. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, et on est parti. Durant le règne de Louis XIV, toute mort suspecte était automatiquement attribuée au poison. Que ce soit la belle-sœur du roi, Henriette d'Angleterre, le ministre Hugues de Lionne, le comte de Soissons, Eugène Maurice de Savoie, ou encore le duc de Savoie, Charles-Emmanuel II. Toutes ces personnalités sont mortes de manière suspecte, sans que la médecine de l'époque soit capable d'en donner la cause. Vous comprenez donc que l'empoisonnement est la psychose numéro 1 du siècle. Il y eut une première affaire, un premier scandale en 1672. Un ancien capitaine, Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, meurt criblé de dettes. Cet homme était connu en privé pour être féru d'alchimie et de poison. Les créanciers, souhaitant se rembourser, débarquent chez lui et trouvent une cassette avec 34 lettres compromettantes de sa maîtresse, la marquise de Brinvilliers. Lors de son procès, la marquise est accusée d'avoir, à coups de doses d'arsenic bien sévères, empoisonné son père et ses deux frères, en plus d'avoir tenté de faire de même avec sa belle-mère et sa propre fille, le tout sous l'influence de son amant. L'empoisonneuse sera décapitée en place de Grève et son corps brûlé. Mais avant de mourir, elle va affirmer que de nombreuses personnes de la noblesse trempaient dans ces histoires de poison, sans toutefois citer de nom. Ce sera pour plus tard avec la fameuse affaire des poisons, celle qui nous intéresse aujourd'hui. En termes de poison, c'est probablement la plus grande affaire criminelle de l'histoire. Une affaire de sorcellerie et d'empoisonnement qui va jeter un voile noir sur le règne du roi Soleil. En seulement quelques mois, de 1679 à 1680, ces crimes vont révéler l'envers du décor de la cour à Versailles. Derrière les fêtes somptueuses, le faste de la noblesse, se cachait une jalousie rampante, pouvant aller jusqu'au pire. En 1677, un père jésuite de la rue Saint-Antoine se voit remettre un billet anonyme. Il y était écrit « Cette poudre blanche que vous voulez mettre sur la serviette de celui que vous savez, ne peut-elle pas être reconnue propre à l'effet auquel vous la destinez, et vous-même être découvert ?» Le jésuite remet alors le billet au père Lachaise, le confesseur du roi, qui le fait parvenir à son tour à Colbert. Ce dernier pense à un complot contre le roi et enclenche une enquête. Des rumeurs, des colportages vont ensuite conduire à l'arrestation de nombreuses femmes, parmi lesquelles Madeleine de la Grange, la femme bosse, la Vigoureux, la Trianon ou la plus célèbre, Catherine Monvoisin, surnommée la Voisin. Ces femmes vont avouer leurs crimes et balancer un bon nombre de leurs congénères. C'est alors un véritable réseau qui apparaît au grand jour. On y trouve des avorteuses comme la Lepère, des alchimistes, des faux-monnayeurs comme Blessy ou Vanens, et des prêtres dévoyés comme les abbés Davot, Coton et Guibourg. Un véritable réseau qui pratiquait la magie noire, les sortilèges, la vente de produits toxiques et qui commettait des crimes. Les coupables étaient majoritairement des domestiques, des frépierres, des filles d'auberge, des blanchisseuses et même d'anciens soldats. Ils étaient principalement issus de milieux modestes, mais on pouvait aussi retrouver quelques gentilshommes déclassés ou désargentés. Pour la clientèle, par contre, là on retrouvait majoritairement de l'aristocrate. Ce pouvait être pour des choses légères, comme consulter des devins, se faire tirer l'horoscope ou les lignes de la main. Et parfois, c'était pour des choses beaucoup plus sombres. Il faut comprendre que même des siècles de christianisme n'avaient pas totalement effacé le fond de paganisme et de superstition de notre pays. Cette paroissienne se rendait à l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle pour y faire des prières immorales, servant ainsi les intérêts du malin. C'est d'ailleurs à la sortie de la messe qu'elle sera arrêtée. Croire en Dieu, c'est aussi croire au diable. Et certaines personnes, à l'époque, lorsque Dieu ne répondait pas à leurs prières, eh bien ils se tournaient vers Satan.
Le plus grave étant bien sûr les cérémonies sataniques et les messes noires. Ces fameuses messes où l'on récitait la Bible, mais à l'envers, avec des chandelles et des hosties noires, comme le Seigneur des Enfers. Ces cérémonies avaient lieu la nuit, dans des endroits déserts et secrets, des caves ou des ruines isolées. Des prêtres apostats sacrifiaient des nouveau-nés sur les corps nus de jeunes femmes. La voisine avouera avoir tué plus de 2500 enfants, en les brûlant dans son four ou en les enterrant dans son jardin. Ces charlatans et criminels utilisaient ensuite des artifices comme des amulettes, des talismans et autres miroirs magiques. Ensuite, ils prenaient des aiguilles pour percer une figurine représentant l'ennemi du client, ou alors ils vendaient des poudres d'amour, des aphrodisiaques. Et n'allez pas croire que c'était des cas isolés. Ils étaient plus de 400, juste dans Paris. Ils résidaient dans des lieux modestes, excentrés, et les clients, le plus souvent des clientes, s'y rendaient en toute discrétion. Parfois, les rendez-vous se faisaient à l'église. Le lieutenant général de police, Gabriel Nicolas de la Reynie, reçoit tous ces témoignages et s'aperçoit de l'ampleur du réseau. C'est une bonne partie de l'aristocratie et de la bourgeoisie parisienne qui est impliquée. Il va en avertir le roi. Louis XIV souhaite que cette affaire soit traitée, mais sans faire de bruit, sans scandale. Ce qui s'annonce plutôt compliqué. Lors des procès de Madame de Brinvilliers, l'affaire avait été confiée au Parlement de Paris. Il décide cette fois de procéder autrement. Le roi va créer pour l'occasion une juridiction extraordinaire, la Chambre de l'Arsenal, qui sera bientôt surnommée la Chambre ardente, en hommage aux juridictions médiévales qui délibéraient éclairées par des torches et des flambeaux. C'est un homme intègre, Louis Boucherat, comte de Compan, qui va présider cette chambre accompagné de magistrats compétents et dévoués au roi. Le gros problème de cette affaire, c'est les noms qui sont impliqués. Les comtesses de Soissons et du Roure, la princesse d'Autungry, la duchesse d'Angoulême, mais aussi celle de Bouillon, de Vitry, de Vivonne, les ducs du Luxembourg, de Vendôme, de Brissac, la marquise d'Alluy et les marquis de Cessac, Feuquières et Thermes, ainsi que la vicomtesse de Polignac, le haut, voire le très haut du gratin de la noblesse. Le poète Jean Racine fut également inquiété parce qu'on le soupçonnait d'avoir empoisonné sa maîtresse, Mademoiselle du Parc. Certains de ces accusés furent arrêtés et interrogés, parfois même de manière virile. Et bien entendu, les accusations n'étaient pas toutes fiables, les inculpés ayant tout intérêt à accuser les autres pour se dédouaner. En 3 ans, la Chambre ardente ne va pas chômer. 319 personnes arrêtées, 194 incarcérés, 104 mises en examen, 4 condamnations aux galères, 34 bannissements, 30 acquittements et 36 condamnations à mort. Certains des prisonniers ne furent pas jugés, le procès prenant encore plus d'ampleur après les révélations de l'implication de Madame de Montespan, qui n'était nulle autre que la maîtresse du roi et la mère de plusieurs de ses enfants. En effet, plusieurs empoisonneuses vont accuser la dame d'avoir fréquenté les devins et les sorcières pendant de nombreuses années. Elle leur aurait demandé des aphrodisiaques, elle aurait également assisté à 3 messes noires où des nourrissons ont été sacrifiés. Elle aurait également voulu assassiner le roi et sa nouvelle maîtresse, Marie-Angélique de Fontanges. Ça fait beaucoup, et même si les accusations paraissent opportunistes, il est compliqué de disculper totalement Madame de Montespan. On sait qu'en 1667, elle fréquentait ce milieu, et qu'elle consultait notamment la voisine. On sait également qu'elle a participé à des cérémonies magiques, dans le but d'écarter la favorite de l'époque, Mademoiselle de la Vallière. On le sait grâce à des comptes rendus de procès datant de 1668. À l'époque, Montespan n'était qu'une dame parmi d'autres à la cour. Il n'y avait donc aucune raison de l'accuser à tort. Entre 1675 et 1676, le roi souffrait de nombreuses nausées, qu'on attribue au filtre d'amour que lui préparait sa maîtresse, et qui, à forte dose, équivalait à du poison. Pour ce qui est des messes noires, à part les accusations des prêtres sataniques, rien ne prouve qu'elle y ait vraiment participé. Et en ce qui concerne la tentative d'empoisonnement du roi, la relation de celui-ci avec sa nouvelle maîtresse n'était pas connue du public, et Montespan n'en savait rien. Pour savoir qui a tenté de tuer le roi, il faut plutôt regarder du côté de Claude de Vins, demoiselle des œillets et dame de compagnie de Montespan. Elle sera pendant un temps la maîtresse du roi, et elle aura même une fille de sang royal, Louise de Maison-Blanche. Cette femme était rongée par la jalousie, et quand le roi refusa d'en faire sa maîtresse favorite, et de légitimer son enfant, il est probable qu'elle ait tenté de le tuer.
La jeune demoiselle de Fontanges va mourir à seulement 19 ans. Et le roi, persuadé qu'elle a été empoisonnée, ordonne son autopsie. Dans le contexte, on comprend totalement ses suspicions, mais les analyses vont montrer qu'elle est décédée des suites d'une tumeur maligne développée à partir d'un kyste du placenta pendant sa grossesse. Le roi Soleil est horrifié par la situation, et au départ, il veut faire la lumière sur toutes ces histoires. Sauf qu'après les accusations contre Madame de Montespan, sa maîtresse et mère de ses enfants, le roi change de position et souhaite désormais étouffer l'affaire. Les coupables sont isolés les uns des autres et envoyés dans des trous à rats, des prisons de province sordides dans lesquelles ils vont finir leur jour. Le roi fit ensuite brûler les dossiers concernant sa maîtresse. Mais heureusement pour les historiens, l'araignée en avait fait des copies conservées aujourd'hui à la Bibliothèque de France. Ce scandale n'était plus seulement une affaire d'État, mais bien un secret du roi. Il ne faut pas voir dans l'affaire des poisons que le côté criminel. Il s'agit également d'une lutte de pouvoir entre deux clans. D'un côté, un clan dirigé par Jean-Baptiste Colbert, l'un des grands ministres de l'histoire de notre pays. Il a été pendant plus de 20 ans l'équivalent du Premier ministre de Louis XIV. De l'autre côté, nous avons le marquis de Louvois, 21 ans seulement au moment de l'affaire, et qui était le secrétaire d'État à la guerre. Son rôle était d'organiser les campagnes militaires, et c'était un poste très important. Le commissaire du procès, Larénie, était un proche de Louvois, et forcément, cela s'en ressentit. La plupart des détenus nobles étaient des proches de Colbert, alors que ceux du clan Louvois étaient plutôt épargnés. C'est cette affaire qui marquera la fin de la toute-puissance de Colbert. C'est une affaire qui a marqué l'histoire de France et qui a jeté l'ombre sur le règne flamboyant du roi Soleil. Les fêtes somptueuses de Versailles et une cour où tout le monde était heureux, souriant et digne, tout cela s'est arrêté. De nombreux nobles ne furent pas inquiétés dans les procès, mais combien ont participé à ces activités criminelles? On ne saura jamais vraiment toute l'ampleur de ce réseau, et tous les secrets que les grands de l'époque ont voulu effacer. De telles affaires finissent toujours par sortir, à un moment ou à un autre. On l'a vu récemment avec l'affaire Epstein. Ce qui semble être un réseau insoupçonnable et solide n'est en fait qu'un château de cartes. Il suffit qu'une seule personne commence à passer aux aveux, et c'est terminé. Tout s'écroule, c'est toujours la même histoire. Je ne sais pas s'il a existé d'autres affaires de ce genre, mais si vous en connaissez, éclairez-nous en commentaire. Et sinon, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, la partager un maximum. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok, ou alors commander notre livre Sans idées reçues sur le Moyen-Âge. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.